si j'étais dirigeant sud-africain, je serais un peu plus rassuré parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit que Trump, il s'attaque à tout le monde. Et il s'attaque notamment à ses alliés. C'est-à-dire qu'il met il impose des droits de douane à l'Europe, au Canada, à l'Australie. Et donc, dans ce contexte, l'Afrique du Sud n'est plus qu'un élément parmi une guerre commerciale que les États-Unis imposent quasiment à l'ensemble de la planète. Et de ce point de vue, ça donne l'impression que c'est plutôt les États-Unis qui sont en train de s'isoler commercialement et politiquement, d'ailleurs, et c'est le cas dans le cadre du G20, hein, où ils ne participent pas. Et donc, de ce point de vue, je dirais que l'Afrique du Sud, forcément, elle est inquiète de cette situation conflictuelle avec les États-Unis, mais elle est loin d'être seule, en fait. Elle fait face à des États-Unis qui se mettent un peu le monde entier à dos. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Multipolaire sur Global Africa Télé Sud. Suppression de l'aide américaine octroyée à l'Afrique du Sud, une première sanction de Donald Trump à cause d'une loi sud-africaine contre les fermiers blancs, une loi évidemment qui lui déplaît. Alors on va parler, vous l'avez compris, des tensions entre les présidents américains et sud-africains. Cyril Ramaphosa qui dirige lui le G20, on savait que pour lui ce serait difficile dès l'arrivée de Donald Trump, compte tenu du soutien de l'Afrique du Sud à la cause palestinienne dans la bande de Gaza. On sait que l'Afrique du Sud reproche à Israël un génocide, a même porté l'affaire devant la justice internationale. Alors que cachent réellement ces tensions dans un contexte particulier de pression tous azimuts exercée par les États-Unis en contrepartie de deals? Quelles en sont les conséquences économiques à craindre? Cyril Ramaphosa affirme que le multilatéralisme et la croissance mondiale sont menacés. Alors pour en débattre, nous sommes avec le docteur Iwekuwe Amezo depuis Vienne en Autriche. Il est économiste, fondateur du think tank Afrocentricity.info. Bonjour à vous, docteur Iwekuwe Amezo, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Bonjour aux co-débatteurs. Et je suis justement avec David Tertry, maître de conférence en sciences politiques, directeur de l'Observatoire français des BRICS, également avec Alcen Itiam, chercheur à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Messieurs, merci également d'être avec nous. Merci à vous. Bonjour. Merci Samantha pour l'invitation. Alors, à l'origine de la brouille entre Donald Trump et Cyril Ramaphosa, une loi donc d'expropriation des terres appartenant à des fermiers blancs sans compensation, une loi que dénonce Donald Trump dans un décret. Il dénonce une loi raciste. La réaction sud-africaine a été rude également, puisque le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé une ingérence américaine. Il a ensuite calmé le jeu. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'influence d'Elon Musk autour de cette affaire. Elon Musk a la double nationalité sud-africaine, américaine, mais c'est vrai qu'il soutient aussi, on dit qu'il soutient la communauté blanche, mais en réalité, il faut aussi se demander si toute cette affaire, ce n'est pas un prétexte pour Donald Trump, qui a autre chose en tête, peut-être les intérêts économiques américains, c'est-à-dire le Make America Great Again. Docteur Iwekuwe Amezo. Écoutez, rappelons juste que pour M. Musk, il a aussi la nationalité canadienne. C'est important puisque ce sont des entreprises transnationales et ça peut répondre indirectement à votre question. En réalité, il faut bien comprendre M. Trump comme un individu politique qui fait des deals. Et pour le faire, c'est le rapport de force que j'appelle moi la capacité d'influence et surtout la capacité de nuisance. Et il joue sur le fait que tout simplement des pays africains, l'Afrique du Sud en particulier, n'a pas justement cette capacité d'influence. Il était obligé de s'associer avec d'autres groupes, les BRICS entre autres, pour pouvoir plus ou moins peser. Deuxième élément, le commerce, c'est-à-dire qu'il faut faire des échanges avec cet États-Unis et bien sûr beaucoup de pays africains, l'Afrique du Sud en tête, ont besoin de ce marché. Et donc toutes ces pressions, ces intimidations conduisent rapidement à ce que vous venez de dire. Et le dernier point, il ne faut pas le négliger, c'est l'idéologie. Il y a une idéologie d'extrême droite, il faut le dire clairement, qui consiste à usurper le droit d'autrui, il faut le dire aussi clairement, et ça va nous amener certainement dans le débat à parler de ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Gaza ou ailleurs, puisque c'est la même logique
qui est derrière, c'est-à-dire s'approprier des biens d'autrui. Et dans le cas sud-africain, et je terminerai avec ça, ben, écoutez, M. Trump oublie aussi l'histoire. C'est pas tout de vouloir peut-être ramener le droit de propriété au centre du débat. Il faudrait peut-être savoir à qui appartient cette terre à l'origine et aujourd'hui, et que dit exactement cette loi. Parce que moi, je suis allé voir cette loi de très près. Apparemment, c'est relativement compliqué pour arriver au bout du processus, d'ailleurs, qui finit devant la justice, et qu'en plus, il faut avoir l'accord de l'ensemble des partenaires, ce qui est tout à fait pas évident. Et enfin, le fait de dire qu'il n'y a pas compensation, dans la réalité, il s'agit surtout de faire en sorte que ceux qui ont été brimés, notamment les Africains noirs, puissent retrouver en fait une part dans les dividendes. Mais on en reparlera. Alseny Thiam. Oui, c'est vrai qu'on peut parler de la question de l'expropriation, mais moi je pense que c'est une affaire interne à l'Afrique du Sud et à ce pays. C'est vrai que le président américain parle de cette compensation et dit qu'il va mettre en place des critiques, mais je pense que est-ce qu'il n'y a pas forcément des différences plus profondes? On sait que l'Afrique du Sud est un pays important des BRICS et que les échanges entre les BRICS deviennent de plus en plus importants. La part du PIB des BRICS dans le PIB mondial devient de plus en plus importante et les BRICS deviennent une menace. Et l'Afrique du Sud joue un rôle clé parmi les BRICS parce que c'est un pays non seulement pratiquement parmi les pays fondateurs et un pays très influent. Donc derrière les critiques de Donald Trump, est-ce qu'il ne faut pas avoir là une politique protectionniste pour pouvoir un peu casser l'élan de l'Afrique du Sud? Mais encore une fois, il y a des problématiques internes à l'Afrique du Sud qui sont du fait de l'histoire. C'est vrai qu'on parle de questions de compensation, mais là encore une fois, c'est des problèmes internes qui ont duré depuis longtemps et moi je n'aimerais pas me lancer dans ces questions-là, mais en tout cas au niveau macroéconomique, il y a des difficultés et l'Afrique du Sud aujourd'hui fait partie justement des pays émergents et là ça pose problème pour des pays comme les États-Unis qui ont quand même un monopole important et qui étaient qualifiés de superpuissance et aujourd'hui ils font face à un autre bloc et un bloc qui est puissant, qui a de la croissance, qui a du PIB et qui a aussi des compétences. David Tertrais, qu'en pensez-vous? Les préoccupations de Donald Trump pour les fermiers blancs, pensez que ça répond à des préoccupations autres en réalité? Moi, je pense qu'il y a plusieurs échelles, et ça a été dit déjà. Il y a l'échelle nationale sud-africaine, le rapport entre la communauté blanche et la communauté noire, le fait qu'on ait Elon Musk qui a un lien très fort avec ce pays et qui se présente peut-être comme un défenseur des intérêts de la communauté blanche. Donc il y a le dossier sud-africain interne et manifestement ça ne plaît pas à l'équipe Trump, ce processus. Il y a aussi ensuite un deuxième niveau, l'activisme diplomatique de l'Afrique du Sud depuis quelques années, et vous l'avez évoqué notamment sur le dossier palestinien qui n'a pas plu à Washington. Alors ça ne plaisait pas tellement aux démocrates, mais vu leur sensibilité, ils ne pouvaient pas aller frontalement contre l'Afrique du Sud. Par contre, pour Donald Trump, qui a dénoncé de toute façon les organismes de justice internationale, c'est tout à fait dans la ligne de mire. Et puis, il y a l'échelon, cette fois-ci, BRICS. Et à l'échelon BRICS, si vous regardez, pour les BRICS, les fondateurs des BRICS, l'Afrique du Sud, c'est le maillon le plus faible, en fait, parce que les autres, c'est la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde. Et Donald Trump, il va avoir un peu du mal à s'attaquer frontalement à ces pays pour désunir les BRICS. Par contre, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est plus divisé, qui a un PIB inférieur aux autres, et donc il peut avoir l'idée de mettre un coin dans les BRICS, voire de s'attaquer à celui qui est perçu comme potentiellement pouvant être influencé plus fortement, et ceci à telle enseigne qu'on sait que à l'intérieur de l'Afrique du Sud, il y a certains débats sur l'appartenance aux BRICS. Donc Donald Trump en est conscient. Et deuxièmement, il y a d'autres exemples. On a l'exemple par exemple de l'Argentine. L'Argentine qui souhaitait rejoindre les BRICS. Et quand Javier Milei est arrivé à la présidence, il a dit, écoutez, moi je ne suis pas intéressé par les BRICS. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont aussi ça en tête, se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas, et ça a été évoqué, il l'a évoqué clairement, est-ce que je ne pourrais pas casser
les BRICS. Alors c'est vrai que la méthode, elle paraît quand même assez impitoyable, la méthode de Trump, puisque lorsqu'il appuie sur ce point sensible en invitant par exemple les Afrikaners à venir s'installer aux États-Unis, moyennant l'octroi de nationalité, alors que lui-même, Donald Trump, il mène une politique anti-migrants extrêmement dure. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de déstabiliser l'Afrique du Sud? Parce que c'est un dossier sensible. On sait que les Afrikaners, ils représentent cette communauté blanche qui porte aussi l'économie sud-africaine, Elseni Thiam. Oui, les Afrikaners font partie de l'économie et tirent l'économie. Vous avez dit ce sont des propriétaires. Après, moi, sur la question de l'expropriation sans compensation, moi, je pense que parfois, les politiques du gouvernement sud-africain sont un peu dures. Mandela disait qu'il ne faut pas opprimer un peuple. Et moi, je pense que cette politique visant les Afrikaners est une politique assez discriminatoire quand même, parce que justement, c'est un peuple qui s'est construit autour justement du multilatéralisme, de l'inclusion et de l'acceptation des différences. Après, sur un point de vue économique, casser vraiment l'Afrique du Sud, c'est vrai que c'est pas le PIB le plus important, mais c'est un pays quand même qui fournit pas mal de matières premières, et c'est un pays aussi important parmi les pays notamment africains. Et je pense qu'ils ont non seulement un PIB, mais surtout, ils sont aussi très présents dans les échanges, notamment avec les autres partenaires que sont la Chine. Ils sont impliqués dans une économie régionale globale. Mais pour rejoindre ce que disait David Tortrey, il y a peut-être une volonté de déstabiliser de l'intérieur le pouvoir sud-africain aussi. Oui, peut-être qu'il y a cette volonté-là, peut-être de déstabiliser au niveau politique national pour pouvoir peut-être envisager peut-être d'autres chefs d'État, ou en tout cas qu'il y ait une alternance au niveau du pouvoir exécutif. Peut-être qu'il y a cette possibilité-là, et les États-Unis en ont les moyens et en ont les cartes. En tout cas, par crainte de nouvelles sanctions, l'Afrique du Sud cherche à apaiser maintenant la situation, souhaite un deal, ces tendances avec les États-Unis. Il s'agit de préparer une éventuelle suppression de l'AGOA. Alors, juste l'AGOA, c'est l'African Growth Opportunity Act, c'est un accord commercial passé entre les États-Unis et 32 pays africains, un accord qui date de 2000, qui prévoit donc des droits de douane préférentiels pour les produits africains à destination du marché américain. Bon, c'est un accord aussi considéré controversé sur le continent africain parce qu'il y a des inégalités, des critères très compliqués. Mais en tout cas, Pretoria cherche un accord, Dr Iveco Amezo, pour un commerce bilatéral avantageux pour les deux parties. Est-ce que c'est possible et à quoi s'attendre de la part de la Maison-Blanche? Alors, vous soulevez beaucoup de points. Alors, commençons d'abord par l'AGOA. Moi, je l'ai expérimenté. J'étais aux Nations Unies dans l'industrie pendant 20 ans. Et cette AGOA, pour vous dire la vérité, au niveau concret, c'est une structure qui, surtout, faisait partir de l'Afrique tout ce qui n'était pas transformé. Donc, pas d'industrie. C'était essentiellement des matières premières, du pétrole et autres. Deuxième chose, ils viennent dans les détails, c'est-à-dire qu'ils viennent demander des renseignements extraordinaires sur votre entreprise. Et ce n'est pas toujours ce qui vous permet, vous, d'avancer en tant qu'entreprise. Bien sûr, ça permet un certain nombre d'exportations. Et ça va se terminer en 2025, d'ailleurs, et le bilan n'est pas très glorieux. Et donc, je préfère que nous parlions plus de l'autre aspect, ce qu'ils appellent le Prosper Initiative, qui est ce que M. Donald Trump a amené dans sa première année de présidence, et qui certainement il va reproduire, qui a plus ou moins les mêmes objectifs, sauf que c'est bien orienté pour soutenir les entreprises multinationales américaines. Je crois savoir qu'il y a autour de 600 ou plus entreprises américaines en Afrique du Sud actuellement, et que ces gens-là, face justement au multilatéralisme, donc à la diversification de la politique de Cyril Ramaphosa, ils sont de plus en plus en difficulté pour gagner les contrats. En tête de cela, il y a un certain M. Musk, Elon Musk que vous connaissez bien, qui veut placer son Starlink, donc tout un système de satellites, disant officiellement pour les zones rurales, mais qui ne passe pas, qui aujourd'hui n'est toujours pas accepté. Alors qu'il s'agit en fait, encore une fois, d'aller prendre des données de ces pays, de les exploiter et de ne pas respecter les lois locales. Tous ces éléments ensemble m'amènent à une vision un peu plus globale. En tant qu'économiste, j'ai regardé de près ce qui se passe entre les États-Unis et l'Afrique en général. Paradoxalement, je me suis retrouvé avec des statistiques où, en fait, l'Afrique est excédentaire. Pas beaucoup, mais quand même excédentaire. Donc, j'allais voir la composition. Et là, on s'aperçoit qu'il s'agit essentiellement que de matières premières non transformées. Donc, que ce soit AGOA, que ce soit Prosper Initiative ou d'autres activités, il s'agit de garder cette Afrique du Sud en particulier, dans un état où on peut simplement aller leur demander de fournir des matières premières non transformées.
Derrière cela, il n'y a pas d'emploi, etc. Donc, ces entreprises multinationales qui sont aux États-Unis, qui sont en Afrique du Sud, pardon, se sont plaintes aux États-Unis. C'est ça qui explique fondamentalement le problème. Parce qu'avec la possibilité de diversifier, ils ne sont plus nécessairement compétitifs. Et en plus, ils sont dans des domaines qui n'arrangent pas nécessairement l'Afrique du Sud compte tenu des possibilités. Par exemple, dans le domaine sécuritaire ou défense avec la Russie ou l'Iran, dans le domaine commercial en général avec la Chine, et je ne peux pas passer sur tous les autres pays, la Turquie, la Malaisie, la Thaïlande, etc. Et l'Australie, il ne faut pas l'oublier non plus, pourtant des partenaires des États-Unis. Donc, cette diversification fait que les entreprises américaines feraient mieux de regarder leurs comptes. Et on s'aperçoit que sur le terrain africain, ils ne sont pas compétitifs. Elles ne sont pas compétitives, ces entreprises. Donc, ça pose un problème de fond. Maintenant, sur ce que vous dites, je pourrais dire deux choses assez importantes. L'ingérence que fait M. Trump est une ingérence qui, il faut quand même le dire, est une façon de s'organiser pour prendre le budget des contribuables américains, je dis bien américains, pour les transférer à des entreprises multinationales américaines qui éventuellement vont investir ou pas, d'ailleurs, dans les pays africains ou ailleurs. Et il faut savoir, dernier point, que la plupart de ces entreprises dont on parle ont financé la campagne électorale de M. Trump. Donc, il faut trouver un moyen de les rembourser. Et c'est très souvent par ce biais-là qu'on trouve ces solutions-là. Donc, c'est un jeu, pour moi, de dupes dans lequel il faudrait peut-être qu'au niveau américain, ils se réveillent, et puis au niveau africain, qu'on fasse attention comment on négocie les diversifications. Donc, selon vous, Donald Trump, il cherche réellement à appuyer les multinationales américaines qui sont présentes sur le continent africain, en l'occurrence en Afrique du Sud. Mais que peut faire l'Afrique du Sud? Que peut proposer l'Afrique du Sud qui prépare un pacte commercial et énergétique? Et donc, il s'agirait d'un deal, là encore, énergétique. Est-ce que ça peut fonctionner? David Turtry, l'énergie, c'est un enjeu géostratégique majeur pour l'administration américaine aujourd'hui. Oui, alors c'est un enjeu majeur, y compris parce qu'il y a des transformations majeures depuis une dizaine d'années, un peu plus, depuis 15 ans, transformant l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, en importateur massif d'hydrocarbures en une puissance énergétique qui exporte désormais, on le sait, notamment vers l'Europe. Donc ça, c'est un premier point. Donc il y a une transformation de la perspective pour eux. Et puis le deuxième, c'est ce qui est très à la mode, c'est la captation potentielle des métaux rares et dans la perspective des nouvelles technologies. Donc on a tous ces enjeux-là qui sont y compris africains parce que c'est un continent extrêmement riche et dans lequel ces matières premières sont encore relativement sous-développées par rapport à d'autres continents. Donc là, il y a un enjeu très important. Mais je voudrais revenir aussi sur un élargissement un peu de la focale parce que on voit bien là, on parle de États-Unis, Afrique du Sud. Et évidemment, l'Afrique du Sud ne fait pas le poids directement seule face aux États-Unis. D'où l'intérêt pour elle d'être dans du multilatéral, dans le G20, au sein des BRICS, évidemment. Mais ce qu'il faut avoir aussi en tête, et je pense que il y a quelques semaines encore, au début de la présidence Trump, quand l'Afrique du Sud a été mis dans les cibles de Donald Trump, ça pouvait être extrêmement inquiétant pour l'Afrique du Sud. À l'heure actuelle, moi, si j'étais dirigeant sud-africain, je serais un peu plus rassuré parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit que Trump, il s'attaque à tout le monde. Et il s'attaque notamment à ses alliés. C'est-à-dire qu'il impose des droits de douane à l'Europe, au Canada, à l'Australie. Et donc, dans ce contexte, l'Afrique du Sud n'est plus qu'un élément parmi une guerre commerciale que les États-Unis imposent quasiment à l'ensemble de la planète. Et de ce point de vue, ça donne l'impression que c'est plutôt les États-Unis qui sont en train de s'isoler commercialement et politiquement, d'ailleurs, et c'est le cas dans le cadre du G20, où ils ne participent pas. Et donc, de ce point de vue, je dirais que l'Afrique du Sud, forcément, elle est inquiète de cette situation conflictuelle avec les États-Unis, mais elle est loin d'être seule, en fait. Elle fait face à des États-Unis qui se mettent un peu le monde entier à dos. Dans cette configuration que vient de décrire David Turtry Al Senetiam, est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec cette analyse et que peut proposer l'Afrique du Sud ?
Oui, c'est vrai que les États-Unis commencent un peu à pratiquer une politique un peu protectionniste face aux autres pays. Est-ce que justement c'est la situation économique des États-Unis et une croissance un peu en berne par rapport à celle de la Chine qui les pousse aujourd'hui à avoir cette stratégie offensive? C'est vrai que sur l'AGOA, il y a une interruption qui va avoir lieu en 2025, en septembre 2025, en sachant que justement, est-ce que l'AGOA a permis justement aux matières premières africaines de pouvoir se placer? Peut-être que c'était les Américains qui étaient en besoin de demande, mais justement, comme l'a souligné le docteur, il n'y a pas eu de transformation de matières premières et il n'y a quasiment pas eu d'industrie. Donc, est-ce que cette interruption-là va réduire le commerce entre certains pays africains et certains pays et les États-Unis? On peut poser la question. Après, l'Afrique du Sud, elle détient les matières premières comme l'essentiel de la plupart des pays africains. Donc, eux, l'essentiel, c'est vraiment d'essayer de créer des cycles de croissance et de générer des industries pour gagner au niveau des termes d'échange. Parce que s'ils parviennent à gagner au niveau des termes de l'échange, ils pourront transformer et pourront gagner plus de croissance. Donc, à ce niveau, ils sont un peu dans une position un peu favorable. Mais encore une fois, il faudrait créer un climat des affaires attractif afin vraiment que l'Afrique du Sud puisse attirer les investissements dans un cadre politique stable et aussi avec un climat des affaires attrayant, avec une politique fiscale qui soit attractive afin vraiment d'attirer les investissements vers ces pays. Je disais tout à l'heure que l'AGOA, c'était un accord qui était considéré un petit peu de manière controversée par de nombreux pays africains, hein, docteur Yves Kwame-Ezo. Est-ce qu'il n'y a pas là justement une opportunité, compte tenu du contexte géopolitique actuel, pour l'Afrique du Sud, de proposer une alternative? L'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a répondu d'abord qu'il ne va pas se faire intimider et deux, qu'il tient à sa souveraineté, notamment ce qui vient d'être dit dans un cadre plus large de souveraineté avec les BRICS. Maintenant, vous savez, il faut bien comprendre comment fonctionne l'administration américaine. Si vous n'êtes pas dans leur logique et dans leurs objectifs, ils ne vous écoutent pas. J'étais aux Nations Unies, quand les Américains parlent, personne n'a droit à la parole. C'est très important à comprendre cela. On est habitué en Europe ici qu'il y a débat, il y a discussion, bon, le plus fort gagne, mais il y a débat. Aux États-Unis, avec cette administration-là, il n'y a pas de débat. Il faut qu'on soit clair là-dessus. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de protectionnisme. Moi, j'ai lancé un nouveau mot dans mon dernier papier, j'appelle protexpansionnisme. Les États-Unis veulent faire de l'expansion. Sauf que, comme ils ne sont pas compétitifs sur le plan économique dans beaucoup de domaines, ils optent pour ce protectionnisme. Et pire, ils vont faire l'annexion. Quand on parle de Groenland, du Canada ou d'autres pays, c'est de ça qu'il s'agit, même la RDC. Donc, le fond de l'histoire, c'est que c'est une structure idéologique d'abord. Et si les gouvernements africains ou d'autres ne font pas attention à cela et pensent négocier, ils sont perdants d'avance. Parce qu'il n'y a pas de débat. Vous le voyez pour l'Ukraine, vous le voyez pour d'autres choses. Pour l'Ukraine, on peut revenir en arrière. J'ai les entreprises américaines qui sont là-bas. Il s'agit simplement de s'approprier le sous-sol, notamment les métaux rares, essentiellement. Ce qui va officiellement, c'est ce qu'on nous dit, réduire la dette américaine, mais il n'en est pas question. Il y a une question, au fond, de l'annexion. Elle se fait directement, M. Trump l'a dit, ou elle peut se faire par sous-traitance. Des groupes comme le M23 ou d'autres, il faut se poser la question qui les finance. Ils ont des armes, ils ont des véhicules, etc. Donc, pour revenir à l'Afrique du Sud, je pense que la difficulté de Cyril Ramaphosa, c'est qu'il n'est plus 100% ANC. C'est un gouvernement plus ou moins de partage. Et dans son groupe, je rappelle d'ailleurs que quand M. Trump a invité un certain nombre d'Afrikaners blancs, peut-être même racistes, à rejoindre les États-Unis, ceux-là même qui sont sud-africains ont refusé. Donc, ils sont bien contents de ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud et ils ne voient pas, plutôt ils voient de mauvais yeux, c'est qu'ils vont perdre comme liberté s'ils quittaient l'Afrique du Sud. Donc, il y a eu un consensus, paradoxalement. Il y a eu un consensus au niveau sud-africain et c'est pour ça que je reviens là sur la loi. Il faut la lire, cette loi. La loi, elle n'est pas contraignante en réalité. Elle pose beaucoup de conditions et en plus, ça se termine devant le juge. C'est le juge qui va décider en fin de parcours, c'est 8 ou 10 ans, 15 ans de procès, pour dire qu'il y a annexion. Donc, en réalité, c'est un processus de négociation pour réintégrer notamment les Blancs qui ont des propriétés terres et qui ne l'utilisent pas. Parce que c'est ça le fond du dossier. Il ne s'agit pas d'exproprier pour exproprier, on n'est pas au Zimbabwe. Donc, j'insiste sur ce point-là parce qu'il y a quand même beaucoup d'amalgames. Et quand on regarde bien ce qu'a fait M. Ramaphosa,
en consensus, parce qu'après tout, c'est un gouvernement blanc-noir là-bas, eh ben, ce n'est pas une mauvaise chose d'y aller doucement. Et c'est quand même prévisible pour cela. Alors, on insiste sur les fermiers. Moi, j'ai un deuxième point. La plupart de ces entreprises 600 dont je vous parle, ce ne sont pas des fermiers. C'est vraiment dans tous les secteurs que vous pouvez imaginer. J'insiste de nouveau, ils ne sont de moins en moins compétitifs. De moins en moins compétitifs. Notamment dans la juste sécurité, pour élargir, Dr Iveco Amezo, on commence, c'est vrai, à y voir un petit peu plus clair quand même dans le jeu diplomatique de Donald Trump. C'est un peu divisé pour mieux régner. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, David Tortry. Il voit loin, il y a ce rapprochement avec la Russie, mais il voit loin puisqu'il vise la Chine. On voit sa posture vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Et puis finalement, ça se demandait si ce n'est pas l'émergence du Sud global qui agace Donald Trump. Est-ce que son objectif, ce n'est pas d'affaiblir effectivement la présidence sud-africaine du G20, affaiblir cette émergence du Sud global, qui revendique aussi des réformes de l'architecture financière internationale, des réformes au niveau de la gouvernance économique et financière mondiale. David Tortry. Oui, alors Donald Trump n'aime pas le multilatéralisme. Et d'ailleurs, les élites américaines n'ont jamais vraiment aimé le multilatéralisme. Seulement, dans la tradition démocrate, quand le multilatéralisme peut servir les intérêts des États-Unis, on l'utilise. Et puis, si ça ne marche pas, eh bien, on passe outre et on fonctionne en bilatéral. Donc, Donald Trump, lui, veut imposer du bilatéral systématique, pour le diviser pour régner, assez classique. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention, et c'est ce qui est évoqué sur la question des multinationales américaines qui sont plus compétitives. Les États-Unis d'aujourd'hui ne sont pas les États-Unis d'il y a 10 ans. Les États-Unis d'aujourd'hui, ils sont relativement affaiblis en réalité. Et moi, la politique de Trump, ça donne quand même l'impression d'une agitation très forte. On annonce des droits de douane tous les jours, on les retire 6 heures plus tard, etc. Donc c'est une politique assez erratique qui manifeste, à mon avis, plus de la faiblesse que de la force. Et je pense qu'il accélère par sa politique plutôt une forme de déclin des États-Unis, notamment vis-à-vis de la Chine, parce que la Chine apparaît en comparaison avec les États-Unis comme un acteur très rationnel, très calme, qui a des objectifs à moyen et long terme. Et pour l'Afrique du Sud, et comme pour d'autres émergents en Afrique, eh bien, à mon avis, c'est quand même plus rassurant de traiter avec un acteur qui se comporte de manière à peu près correcte et diplomatique qu'avec Donald Trump et sa politique erratique. Al-Senitiam, affaiblissement des entreprises américaines. C'est vrai que pour Elon Musk, ça ne marche pas très bien. D'ailleurs, Starlink, le service Internet par satellite de SpaceX, n'est pas disponible en Afrique du Sud, ne peut pas l'être. Il y a une loi qui ne permet pas à son service Internet d'être disponible. Et d'ailleurs, ça l'agace beaucoup, Elon Musk. Votre avis là-dessus, justement ? Oui, c'est vrai que, comme on l'a souligné, il y a une faiblesse de la superpuissance américaine. Il y a pratiquement 10-20 ans, l'Amérique dominait le monde et aujourd'hui, il y a l'émergence des pays du Sud. Et comme on l'a souligné, au niveau de la compétitivité, les Chinois deviennent de plus en plus compétitifs, non seulement au niveau du prix, mais aussi au niveau de la qualité. Alors qu'aux États-Unis, quand même, et dans la plupart de certains pays, on assiste à une forme de décroissance marginale du capital qui fait que malheureusement, ces entreprises-là deviennent de moins en moins productives. Et la Chine a compris ça et la Chine est allée investir dans les pays africains et a générer des IDH et en tout cas à générer des externalités. Et malheureusement, les États-Unis ont pris un peu de retard par rapport à la Chine en Afrique et ils n'arrivent pas à compenser ça. Le consultant parlait justement de nervosité peut-être des États-Unis. C'est peut-être de se voir aujourd'hui dépassé par la Chine sur différents niveaux, non seulement au niveau des questions sécuritaires, mais aussi au niveau technologique. Parce que les Chinois aujourd'hui, notamment au niveau des batteries, au niveau de beaucoup de choses, ils détiennent une connaissance. Et ça a peut-être fait que les États-Unis deviennent de moins en moins calmes et malheureusement, ils essayent à tout prix de mettre en place des taxes et ça joue sur le commerce et ça joue sur le libre-échange, en sachant que le libre-échange permet justement d'avoir une croissance plus inclusive. Et par rapport aux Chinois d'ailleurs qui sont présents en Afrique du Sud dans le domaine du numérique. Oui, et justement pour en revenir à ce que vous disiez par rapport aux satellites, c'est vrai qu'il y a des lois aujourd'hui et l'Afrique du Sud essaye de prendre des lois pour contrecarrer un peu leurs implantations et là c'est un sujet très stratégique au niveau justement des satellites. Et là, si les États-Unis ne se placent pas, il y aura d'autres concurrents, notamment des concurrents. Est-ce que l'Afrique du Sud peut porter au sein du G20 très rapidement un front anti-américain, David Tortry ?
Ben, en tout cas, les États-Unis, de certaine façon, s'excluent eux-mêmes. Ceux qui le présentent comme une punition, là encore, je pense qu'il y a 10 ans, l'absence des États-Unis dans le G20, ça aurait été un camouflet diplomatique absolu pour l'Afrique du Sud. À l'heure actuelle, les Européens, les Africains, le reste du monde est plutôt solidaire au-delà du G20, hein, les BRICS, etc., avec l'Afrique du Sud et les émergents sur un grand nombre de dossiers. Et ce sont les États-Unis qui sont isolés. Donc je ne suis pas sûr, évidemment, dans le bilatéral, là encore, je répète, il faut que les dirigeants sud-africains soient prudents, parce que ça reste une puissance économique, diplomatique forte. Mais de mon point de vue, c'est plus les États-Unis qui s'isolent que des États-Unis qui vont parvenir à diviser pour régner. Ils en ont plus autant les moyens qu'auparavant. Merci beaucoup à vous, David Tertri. Merci également à vous, Alceli Thiam. Docteur Iveco Amizo, merci d'avoir été également avec nous. Merci beaucoup. Et merci à toutes les équipes de Global Africa Télé Sud pour la réalisation de cette émission. Merci à Romain Cléco de Manqué. Et merci bien sûr à vous pour votre fidélité au programme de Global Africa Télé Sud. On va se retrouver la semaine prochaine et vous pouvez retrouver Multipolaire et toutes les émissions sur nos réseaux sociaux, TikTok, X, YouTube. À la semaine prochaine.